Bien, donc bienvenue à ce nouveau webinaire Providers Group. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je suis en tant qu'associé de Providers Group ravi d'animer aujourd'hui cette petite heure qu'on va passer ensemble. Parce que nous avons deux invités aujourd'hui. Donc, j'accueille tout de suite Fabien Avchin, qui est le président de Providers Group. Fabien, comment vas-tu? Bonjour à tous et bienvenue. Merci à toi. Et nous accueillons également François de Chanteyrac qui vient du groupe Jean Buneau SA. Bonjour à tous. Bonjour François. Ravi de t'avoir avec nous. Donc François et Fabien vont animer ce webinaire qui est un peu technique, qui est très important dans ces périodes de reprise qui s'annoncent, sur le financement de l'augmentation du BFR, risques et opportunités. Très important parce que effectivement, passer le cap de la période difficile que nous passons, et si on est en état de reprise, on peut se retrouver dans des situations difficiles dues à un manque de trésorerie pour financer sa croissance et son rebond. Donc le sujet tournera autour de ça. Juste auparavant, vous connaissez Providers Group puisque vous nous suiviez déjà depuis pas mal de temps. Nous sommes une société qui fait de l'externalisation de direction administrative et financière, qui traite du contentieux, mais qui fait aussi du restructuring, c'est un peu sa spécialité, et qui accompagne les entreprises donc au tribunal de commerce quand cela est nécessaire. Et nous sommes heureux de faire partie du classement de décideurs et que nous avons intégré en 2021, donc d'annoncer que nous intégrons ce classement et qui fait de nous donc une partie des cabinets qui sont les plus en vue aujourd'hui pour accompagner les PME de 50 personnes à 100 personnes, voire en dessous de 50 personnes, sur des problématiques qui sont liées au restructuring. Donc ça, c'est notre actualité. Nous sommes heureux de partager cette information avec vous. Immédiatement, je passe la parole à Fabien Avchin, président de Providers Group, pour animer ce webinaire. Nous sommes heureux de vous offrir. En fait, on a choisi d'aborder le thème de la trésorerie dans cette période un peu étrange qui est de dire pendant un peu de temps, on a eu un défaut d'activité. On a vécu avec l'aide de l'État, avec les PGE, on a eu beaucoup d'entrées de cash et c'est au moment où l'activité va reprendre que la question du financement du besoin en fonds de roulement va se poser. Alors, beaucoup d'entreprises ont eu beaucoup d'aides à travers les reports d'échéance de PGE, de reports d'échéance d'URSSAF, de crédit. L'activité, tout le monde pensait qu'elle reprendrait de façon très forte dès le début de l'année. On a à nouveau une petite tension en termes d'activité sur les 2 mois à venir, mais nous sommes certains que l'activité va reprendre dans les 2-3 prochains mois. Alors, ce retour à la vie normale va s'accompagner en fait étonnamment de grosses tensions en matière de trésorerie. Pourquoi? Parce que en fait, les établissements bancaires vont probablement être moins prêteurs parce qu'il y a une dette importante, et puis parce qu'il va falloir relancer la machine de production, c'est-à-dire racheter du matériel ou de la matière première, refaire travailler les équipes, et donc en fait, la tension de trésorerie va apparaître. On voulait vous rappeler un élément majeur qui est celui des difficultés d'entreprise et des raisons principales de défaillance des PME. La première est en fait le défaut de paiement de la part de clients, et la deuxième raison est le surendettement. On risque d'avoir dans les prochains temps des PME qui vont subir en fait ces deux chocs, et donc en fait on souhaite vous apporter quelques éléments pour vous aider en fait à optimiser votre trésorerie. Alors, juste un slide, et on va limiter les slides pendant cet échange, un slide pour donner des éléments de comparaison. Un client qui fait 5% de marge sur son chiffre d'affaires et qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, qui prend une perte, un impayé de 5 000 euros, et ben c'est toute son année de chiffre d'affaires qui va passer par-dessus bord. Si jamais on prend un client qui prend un impayé de 200 000 euros, qui est toujours sur une base de 5% de chiffre d'affaires, de marge, et ben il lui faudra 4 millions d'euros de chiffre d'affaires pour compenser cette perte.
Donc vraiment la question de la qualité de payeur et de la sécurisation des paiements clients est un sujet majeur. Alors, j'ai souhaité que on échange en fait avec un spécialiste de la protection du poste, de la sécurisation du poste client et de la mobilisation du poste client, qui est François Santerac, de la société Jean Buno SA, avec qui je travaille depuis très longtemps, pour qu'il nous apporte en fait toute son expérience et qu'on entre en fait dans un échange très pragmatique à travers des exemples de dossiers sur lesquels Provider fonctionne et puis qui nous explique quelle solution il préconiserait selon les cas. Bienvenue François. Alors François, je te propose en fait qu'on évoque 6 cas de profils d'entreprise que l'on accompagne et sur lesquels en fait la question de la trésorerie se pose. Et j'ai envie de commencer avec un de nos clients qui est dans le domaine de la peinture, qui dispose en fait d'une trésorerie confortable. Donc c'est pas une personne qui va avoir une grosse difficulté en matière de besoin en fonds de roulement, mais qui s'inquiète sur le risque d'impayé chez ses nouveaux clients. C'est un client qui travaille en partie sur des collectivités publiques, mais beaucoup avec des promoteurs immobiliers. Quelle solution, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour sécuriser ce poste client? Alors, François, il faut juste que tu mettes ton micro. Il y avait un petit problème. Oui, une société d'application de peinture va effectivement avoir plusieurs types de clients. Tout ce qui est la clientèle publique, administrative, office public d'HLM, ça, même si ces gens-là payent lentement, et on en parlera, il n'y a pas de risque d'impayé. Donc, on met ça de côté. On va se focaliser sur le reste du chiffre d'affaires que l'entreprise va faire avec des promoteurs immobiliers, par exemple, des sociétés privées d'HLM, et également en sous-traitant souvent d'autres entreprises générales de tout corps d'État qui sous-traitent tel ou tel métier. À ce moment-là, il peut y avoir effectivement un risque de défaillance client et ce que l'on fait, c'est que l'on examine les principaux clients de la société, on les soumet, on fait une prospective auprès de 3 ou 4 sociétés d'assurance crédit pour obtenir les meilleures garanties possibles sur ces clients. Et ensuite, on demande à ces compagnies de nous faire une proposition tarifaire pour couvrir ces clients. Et j'insiste d'abord sur les garanties à obtenir parce que dans la conjoncture actuelle, la décision se fait surtout sur l'importance des garanties que l'on peut obtenir sur les clients. Alors, juste une petite précision sur cette garantie, cette sécurisation. Ça veut dire que si le client ne paye pas au bout du compte, qu'il est défaillant, l'assureur crédit va couvrir en fait la perte. En fait, on demande un accord de crédit sur chacun des clients. C'est une garantie qui est revolving, hein, que l'entreprise utilise ou n'utilise pas suivant les moments de son activité. Et si le client ne paye pas, si c'est un dépôt de bilan, il est indemnisé tout de suite par l'assureur crédit à 90% de la garantie donnée au départ. Si le client n'a pas déposé le bilan, l'entreprise transmet une demande d'intervention contentieuse. L'assureur crédit se charge du recouvrement amiable puis judiciaire. Et si au bout d'un certain temps, l'assureur crédit ne récupère pas, même s'il n'y a pas de dépôt de bilan, il indemnise. Ah, d'accord. Ok. Très intéressant. Alors, on n'a pas à courir après les indemnités, elles viennent très vite. Elles viennent très vite, d'accord. Alors, le cas inverse, hein, parce que on a dans notre portefeuille de clients une société qui est dans le domaine de la menuiserie, qui travaille avec des grands comptes, donc a priori pas de risque de défaillance des clients. Mais par contre, une des caractéristiques de ces grands groupes, c'est qu'ils ont tendance à payer tardivement. Comment on peut permettre aux clients d'accélérer son encaissement de cash? Alors, ça, c'est intéressant. C'est un cas qui peut se poser aussi bien pour les entreprises, les clients qui sont des entreprises privées, que là, également pour le secteur étatique, office public d'HLM, etc., qui sont solvables puisque c'est l'État, mais sont pas toujours des bons payeurs. On peut même dire que c'est parfois de très mauvais payeurs. Là, à ce moment-là, on peut utiliser une autre technique qui est le factoring, qui consiste à céder ses créances à un établissement financier qui va les détenir dans ses comptes, s'occuper de relancer les clients, de faire le recouvrement et sous 48 heures après la cession des factures,
eh bien, mettre à disposition 80 à 90% des sommes des factures en cash sur le compte courant de l'entreprise. C'est aussi simple que ça. Comment on analyse en fait les besoins d'un client? Alors, les besoins d'un client, ce que l'on fait, c'est que, je dirais, toi et moi, puisqu'on a l'expérience de ce genre de choses, on essaye de s'immerger dans l'entreprise, on va essayer de voir quel est son besoin de trésorerie, pourquoi elle a besoin de trésorerie et comment ce besoin va évoluer dans les 12 mois qui viennent. Pour ensuite concevoir un volume de sessions de clients qui permettent de générer sous 48 heures le cash dont elle va avoir besoin en trésorerie pour les prochains mois d'activité. Et on étudie pour ça, pour que effectivement ça soit facile à gérer le cycle de facturation, la manière dont l'entreprise prend ses marchés, ses bons de commande pour éviter des sources de litige, etc. Puisque s'il y a litige, évidemment, il y aura des financements d'autant de la créance. Alors, quand tu dis financement, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise va devoir rembourser le facteur. S'il y a un litige, la créance n'est plus certaine quant à son contenu et à son montant. De même qu'en assurance crédit, la garantie est suspendue, eh bien en factoring, le financement est suspendu et l'entreprise qui se finance en factoring va devoir effectivement redonner au facteur les sommes correspondantes sur ce crédit. D'accord. Sur la facture litigieuse, pardon. Est-ce que le facteur va racheter toutes les factures ou est-ce qu'il sélectionne en fait les clients, les montants? Comment ça fonctionne? Alors, on peut nous sélectionner les clients. Quand on remet un client, on remet tout le client au facteur parce que sans ça, si on remet une partie des factures au facteur et l'autre partie on les gère soi-même, eh bien le client lui-même est perdu. Déjà en interne, ça fait deux traitements différents pour un même client. Et le client, lui, sait plus s'il devra régler l'entreprise ou le facteur. Donc il y a une règle simple qui est l'unicité du débiteur. C'est une règle de bon sens en factoring. Quand on confie un client, on confie toutes les factures du client. Par contre, à nous d'analyser ce qu'il est intéressant de confier au facteur. On va confier au facteur un volume de clients qui permettra juste de générer les besoins de financement que l'on a. On n'a pas besoin de céder plus. Hein. Et puis, on va lui céder, évidemment, les factures qui sont les moins coûteuses à gérer pour que, évidemment, on ait une commission de service au-delà des frais financiers quand on paye quand on utilise le tirage, pour avoir une commission de service qui couvre la gestion et éventuellement l'assurance crédit induite aussi faible que possible. D'accord. Et j'avais une autre question toujours sur ces notions de financement. Est-ce que le facteur met des limites sur les montants de financement par client? Est-ce qu'il peut refuser des clients? Oui, puisqu'en fait, il peut y avoir une limite quand tu as un nouveau client qui se présente, tu vas sur le portail du facteur. Tu ouvres un compte client dans les livres du facteur, puisque tu vas y mettre des factures. Et dans le même temps également, dans le contrat d'affacturage, il y a une assurance crédit qui est induite. Tu demandes la garantie qui te sera nécessaire sur ce client. Bon, si c'est l'État, évidemment, tu ne demandes pas de garantie. Mais si c'est un client privé, tu demandes une garantie. Et si le facteur limite cette garantie, évidemment, il ne financera qu'à concurrence de la garantie que lui a accordé l'assurance crédit, puisque en fait c'est un produit blanc, derrière il y a un assureur crédit évidemment. D'accord. Voilà. C'est une question un peu perfide parce que ça m'emmène sur le cas numéro 3 qui est en fait une société qu'on accompagne dans le domaine de l'activité industrielle qui travaille déjà avec un facteur. Mais son activité fait qu'il a en termes de clientèle des collectivités publiques, jusque-là il n'y a pas de problème, mais aussi des chaînes de restauration collective, voire des restaurants traditionnels. Ouais. On voit que certains clients ont des limites d'encours, voire des arrêts de financement. Est-ce qu'il est possible de faire une adjonction d'autres assureurs crédit? Alors, c'est pas une adjonction. Ou bien tu choisis de passer par l'assureur crédit du facteur qui est assez sommaire. C'est vraiment du traitement de masse et avec peu de gestion personnalisée du risque à ton profit. Ou bien tu choisis de t'adresser au facteur pour la gestion des comptes clients et le financement. Et si tu juges que son assurance crédit est pas performante, tu vas à côté souscrire un contrat d'assurance crédit. Et il va se baser sur son financement, sur les lignes d'assurance crédit, sur les garanties que va lui envoyer également l'assureur crédit. Il va te les envoyer à toi et au facteur.
D'accord. Ok. Alors, et de même, si l'entreprise qui envisage de se factorer a déjà une assurance crédit, en général, on travaille avec l'assurance crédit déjà existante. On va pas casser un outil qui va. Alors, c'est toujours un petit peu plus cher d'avoir une assurance crédit en plus du contrat de factoring. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en période de crise, les assureurs, l'assurance crédit gérée, personnalisée par l'entreprise est toujours plus performante que, j'irais entre guillemets, la mutuelle des enveloppes de crédit données à un facteur qui doit partager entre plusieurs de ses adhérents, etc. Donc, en période d'expansion et sans problème, les facteurs ont tendance à rapatrier l'assurance crédit dans leur contrat. Dès qu'il y a une crise économique, c'est eux-mêmes qui spontanément disent à l'entreprise ou demandent à un courtier de monter un contrat d'assurance crédit délégué. D'accord. Donc en fait, le client. À noter que effectivement, on en parlera peut-être tout à l'heure. Les facteurs n'ont pas accès aux aides de l'État sur les assurances crédit. On en parlera. Je l'ai dans le tiroir cette question. Donc en fait, le client peut donc en fait arbitrer quelque part entre la couverture du facteur et la couverture d'une autre société d'assurance crédit. C'est exactement ça. Au stade de l'étude, on va évidemment étudier le cycle de facturation, présenter un beau dossier au comité du facteur, c'est un établissement financier et tu sais qu'il faut les convaincre. Et sur le plan de l'assurance crédit, on va challenger le facteur avec d'autres assurances crédit pour choisir la meilleure solution. Qui dit plus de couverture, dit plus de financement. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que le facteur n'est pas opposé à une assurance crédit externe si ça lui permet de financer plus. Oui, et puis financer d'autres clients pour le coup. Exactement. D'accord. Alors, on parle souvent de ces assureurs crédit. Pour le commun des mortels, c'est un OFNI, un objet financier non identifié. On ne sait pas bien qui sont ces intervenants. C'est quoi un assureur crédit? L'assureur crédit, c'est une compagnie très spécialisée qui a deux gros cœurs de métier. Le cœur du réacteur, c'est vraiment le service des engagements qui doit avoir une connaissance encyclopédique sur toutes les entreprises de France et de Navarre. Et le deuxième service opérationnel très important, c'est le service de recouvrement dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir que ces gens-là sont très bien informés. Par exemple, le leader a 250 personnes sur le terrain qui ne font que du contact avec les PME, PMI, mais qu'en plus, ils ont accès à des renseignements Banque de France que les sociétés de renseignement financier n'ont absolument pas. Donc, avec les banques, les assureurs crédits sont les seuls à avoir accès aux renseignements que collecte la Banque de France sur les entreprises. D'accord. Alors, c'est un sujet, en fait, l'assureur crédit que le patron de PME entend régulièrement dans sa relation avec ses fournisseurs. J'ai le cas d'une société de mécanique générale qui achète de la matière première et il n'est pas rare que son fournisseur lui dit mais moi je peux pas te faire de délai supplémentaire, faut que tu me payes à la commande parce que j'ai plus de couverture chez mon assureur crédit. Comment on gère cette communication? Comment on peut améliorer notre image auprès des assureurs crédit? Alors d'abord, ça c'est une question cruciale pour l'entreprise actuellement parce que les bilans 2020 n'ont pas été excellents, il y a eu des baisses d'activité, etc. La relation avec l'assureur crédit est cruciale parce que c'est la relation avec ses fournisseurs indirectement. Or, cette relation est très négligée par les dirigeants d'entreprise parce que ils ne sont pas en lien direct avec l'assureur crédit. C'est pas un fournisseur, c'est pas une banque qui leur prête de l'argent. En fait, c'est quelqu'un qui va contre-garantir leur fournisseur, mais ils n'en connaissent peut-être même pas l'existence. Donc, il faut qu'ils aient conscience de l'importance de ce qui est un partenaire financier, même s'il est indirect, qu'ils sachent dialoguer avec lui. Dès qu'un fournisseur dit « je n'ai plus de garantie auprès de mon assureur crédit », lequel, à ce moment-là, mais en liaison avec toi et moi, l'entreprise peut aller sur le portail de l'assureur crédit, y déposer des bilans qu'ils n'ont pas, y déposer une situation intermédiaire qu'ils n'ont pas, demander à être contactés pour dialoguer avec le délégué de l'assureur crédit pour lui expliquer le comment, le pourquoi d'une situation, les mesures prises, etc. Voir les principaux fournisseurs à privilégier en garantie, parce que l'assureur crédit a peut-être eu des tas d'interrogations à titre de curiosité et qui polluent
son exposition globale sur l'entreprise, etc. Donc c'est à la fois un partenaire très important, mais un peu immatériel. Hein. Il n'intervient pas directement dans l'entreprise, donc parfois il est très négligé. Beaucoup d'entreprises disent mais moi l'assureur crédit je m'en fiche, il m'intéresse pas, il a qu'à se débrouiller. Le premier à en subir les conséquences, c'est l'entreprise elle-même. Donc dialoguer, leur donner des informations et instaurer un dialogue dans le temps. Alors, justement, en matière d'information, leur communiquer, c'est quoi les éléments primordiaux, les erreurs classiques que font les entreprises par rapport Alors, la première erreur, c'est je ne communique pas mon bilan. Bon, maintenant, on n'est plus obligé de mettre on doit donner son bilan au greffe du tribunal de commerce, mais on peut le mettre d'une manière confidentielle. Ça, c'est une directive qui était issue de la loi Macron. Quand Macron était ministre de l'économie, où il a créé un paradoxe en disant les entreprises ne sont pas obligées d'avoir un bilan qui est public, mais par contre les assureurs crédit ne peuvent prendre une garantie que s'ils ont le bilan de l'entreprise. Résultat, il y a une course à la recherche du bilan. D'ailleurs, les assureurs font leur propre collecte, et très très rapide et très efficace. Mais il faut que l'entrepreneur réponde. Hein. Il faut qu'il accepte de communiquer son bilan, même s'il est mauvais, parce que de toute façon, s'il communique pas de bilan, il aura plus de garantie fournisseur. Donc, même un bilan médiocre ou mauvais, il faut mieux le communiquer. Pour enclencher un dialogue, on n'aura peut-être pas des garanties de l'assureur crédit immédiates, on aura peut-être des garanties d'État dont on va peut-être parler, mais ensuite, dans le temps, s'il y a une amélioration, on pourra enrichir ce dialogue et au fur et à mesure, comme on l'a fait ensemble pour certaines entreprises qui sont tes clients, améliorer les garanties offertes par l'assureur crédit sur les fournisseurs de l'entreprise. En plus du bilan, quels sont les éléments auxquels ils sont sensibles Alors, ils sont très sensibles, évidemment, à la trésorerie d'entreprise. Est-ce qu'il y a eu des impayés ou pas en Banque de France, puisqu'ils ont accès à ces impayés de Banque de France? Est-ce qu'il y a des privilèges, URSSAF, organismes sociaux, etc. Est-ce que également, parce qu'il y a des entrepreneurs qui disent, moi, si un fournisseur m'embête, je le paye pas. Conséquence, il envoie une demande d'intervention contentieuse à l'assureur crédit et notre entreprise se trouve inscrite comme ayant des contentieux chez ses fournisseurs. Donc, il faut faire très attention à la relation qu'on a avec les fournisseurs parce que derrière, il y a un assureur crédit qui va tenir compte de la régularité des paiements pour apprécier le crédit qu'il va donner à l'entreprise ou pas. Donc, il faut être vigilant sur ces questions-là. Ensuite, il y a évidemment la rentabilité de l'entreprise et il y a sa capacité à faire face à son endettement, à l'endettement de l'entreprise elle-même ou à l'endettement d'une petite holding qui a été créée s'il y a eu un rachat d'entreprise au travers d'une holding. Est-ce que l'EBITDA dégagé permet de rembourser la dette? Comme tu disais tout à l'heure, la deuxième cause de défaillance d'entreprise, c'est la difficulté à rembourser une dette bancaire. C'est intéressant sur ce que tu évoquais sur le risque systémique de la relation avec les fournisseurs. Si je comprends bien, en fait, le petit fournisseur qu'on néglige peut provoquer des problèmes d'encours chez le Ah oui, non, mais pour 2000 euros, ça peut avoir des conséquences qu'on peut pas soupçonner. D'accord. Il faut faire très attention et la régularité des paiements, autant on peut être exigeant avec un fournisseur et aller le voir et se fâcher avec lui, etc. Autant, quand on lui doit de l'argent, il faut mieux le payer parce que sans ça, ça se retourne très vite contre soi. D'accord. Ça fait partie de l'image de marque de l'entreprise. Eh oui, on est globalement un bon payeur ou globalement un mauvais payeur. Ouais. Mais non seulement auprès des fournisseurs, mais auprès également des assureurs crédit. On le voit. Du coup, des assureurs également que quand ils ont accès aux informations Banque de France, les assureurs crédit, mais quand ils ont des problèmes avec une entreprise pour recouvrer de l'argent, ils doivent le faire savoir à la Banque de France aussi. Donc, ça peut rejaillir non seulement sur les fournisseurs, mais également éventuellement sur des crédits bancaires qu'on va demander dans les 6 mois ou 1 an qui viennent. D'accord, c'est-à-dire que ça va juste pour renouveler un véhicule. Ça a des conséquences insoupçonnées. Tout ce monde échange des informations Banque de France, les banques et les assureurs crédit. Et oui, ce petit fournisseur qu'on néglige, mais qui peut avoir un mauvais caractère, peut faire du mal en fait. Exactement. Exactement. Là-dessus, j'ai cru entendre parler de garanties complémentaires que l'État pourrait accorder aux assureurs crédit, quelque chose comme la PAC ou le PAC. Non, la PAC, c'est pas ça, c'est le CAP. Le CAP.
L'assurance crédit public. Alors, le CAP a été mis en place déjà en 2008-2010. Ça a été réactivé l'année dernière. C'est centralisé par les assureurs crédit. Mais quand on a une garantie insuffisante de son assurance crédit, on peut, sur le portail de l'assureur, demander à l'État de donner un complément. Par exemple, je demande 70 000 euros de garantie sur un client X. L'assureur crédit ne me donne que 30 000 euros. Je peux demander un cap qui peut aller jusqu'à doubler la garantie de l'assureur crédit. Donc, en plus de mes 30 000 euros donnés par l'assureur crédit, je peux demander 30 000 euros supplémentaires. Donc, ça me fera 60 000 euros sur les 70 000. Je suis quand même beaucoup moins en risque. D'accord? D'accord. Ça va même plus loin puisque sur certains clients, imaginons que je demande 70 000 et l'assureur me dit, bah non, c'est un refus parce que je trouve que c'est trop risqué. Sur certains clients refusés par les assureurs crédit, il peut y avoir un cap plus, c'est-à-dire que l'État peut donner parfois même jusqu'à 100 000 euros, 200 000 euros de garantie sur un client qui a été à l'origine refusé. Bon, c'est pas fréquent et c'est assez cher, mais c'est quand même des affaires où on est éminemment en risque. Elle a été en refus chez l'assureur crédit et ça vaut la peine d'utiliser ce complément de garantie CAP+. Et que quand tu tu traites l'assureur crédit par ton facteur, si tu demandes 70 000 au facteur et qu'il te répond 30 000, t'as pas de CAP et CAP+. L'État n'abonde pas là pour les assureurs crédit, les assurances crédit des facteurs. De mémoire, toujours mémoire lointaine et incertaine, ce complément d'assurance crédit public, il est lié en fait à une notation ou n'importe qui peut avoir demandé immédiatement ce… Alors, quand tu demandes une garantie, effectivement, ça dépend de la notation. L'État se repose sur la notation des assureurs crédit. Et si elle est trop dégradée, la notation de l'assureur crédit, l'État ne donnera pas de CAP+, sur un refus. D'où la nécessité systématiquement de communiquer avec cet assureur crédit pour qu'il donne quand même une note minimale. Absolument. Alors même si tu as eu un bilan en perte ou eu des accros de trésorerie, etc., faut quand même instaurer le dialogue, mais ça, on peut le faire ensemble parce que moi, j'ai accès évidemment à ces informations des assureurs crédit et je peux savoir pourquoi l'entreprise a une cotation refus, etc., pour faire en sorte déjà que d'améliorer la notation dans un premier temps, même si l'assureur crédit continue à refuser, pour permettre à ce que les fournisseurs puissent avoir accès au complément d'assurance crédit public, au CAP. Plus. Ce que tu es en train de me dire, c'est que si jamais j'ai un client qui a une dégradation de sa note auprès d'un assureur crédit de son fournisseur, je te passe un coup de téléphone et tu essaies de savoir pourquoi? Je ne te l'ai pas dit. D'accord, je te l'ai jamais demandé non plus. Voilà. Toujours dans la notion de financement, actuellement, certains facteurs font du financement de commande. Hein. J'ai le cas là d'une société dans le domaine de l'agissement de retail. Donc, on a une clientèle de très bonne qualité et la production peut être un peu longue. Et donc, en fait, on a mis en place des financements de facteurs. Est-ce que c'est un financement pérenne? Alors, ça a été mis en place l'année dernière, à peu près 2020, et ça se termine pour les échéances, les factures à échéance, puisqu'on finance la commande puis la facture. Hein, le facteur commence à financer contre garantie de l'État un bon de commande, et ensuite, quand la facture est émise, ça devient un contrat de factoring, d'accord, hein, ça devient une session factoring. Bon. Et malheureusement, on n'a pas de nouvelles pour l'instant, mais ce dispositif est censé s'arrêter le 30 juin 2021. C'est-à-dire pour des factures payables à 60 jours, ça veut dire qu'il faut avoir une commande maintenant et facturer d'ici fin avril. Donc là, sauf annonce d'ici fin avril ou courant mai, juin, mais à ce moment-là, même si ça n'est courant mai, juin, on aura une interruption. Là, le système est en train de se terminer. Ah oui, d'accord. L'État essaye de sortir de ces aides, hein, à un moment ou à un autre. Hein. Alors, bon, on le voit avec le PGE qui est prorogé, mais bon, ça, c'est une aide moins importante qu'il est plus facile d'arrêter. D'accord.
Alors, j'ai un dernier cas, parce que je pense que Franck va bientôt nous demander de répondre aux questions des auditeurs. Le financement de stock. J'ai le cas d'une société qui est dans le domaine de la quincaillerie et des produits électriques auprès de la distribution, la grande distribution. Et donc, en fait, elle a l'activité saisonnière. Elle est obligée d'avoir régulièrement de stocks importants. Est-ce qu'on peut financer les stocks? Alors, on peut financer les stocks. Les banques le font pas très bien. Elles le font surtout en défensif, c'est-à-dire qu'elles accordent un découvert à une entreprise. Il faut dire qu'il n'y a aucune sécurité pour elle quand il y a un découvert, à moins d'avoir la caution de la belle-mère et de l'oncle d'Amérique richissime. Le découvert, c'est vraiment hyper risqué pour les banques. Donc, parfois, quand elles sentent que l'affaire devient risquée, pour avoir une garantie, elles disent moi je continue à vous faire du découvert, mais je prends un gage sur votre stock. Donc c'est du défensif. On essaye de le pousser, mais pas en bonne période économique. Là, heureusement, c'est plus difficile actuellement pour obtenir du cash, pour obtenir de la new money. Bon. Là-dessus, en matière de factoring, l'État, dans le cadre de l'aide aux entreprises, a demandé aux facteurs de faire du financement de stock à du concurrence qui peut aller jusqu'à 50% de la ligne financée en factoring, en montant. Donc, et ce jusqu'au, a priori, le 31 décembre de cette année, mais bon, voilà, on n'a pas encore d'idée sur la reconduction du système. Ça, cela dit, on n'est plus confiant, c'est un produit que connaissent un peu les facteurs et il n'est pas impossible que si l'État ne poursuit pas, eux poursuivent pour leur propre compte, les tarifs seront peut-être différents et la sélection des risques sera peut-être plus importante. Alors le schéma est très simple. Je facture mes créances, j'ai pas assez de financement parce que par exemple j'importe et je dois payer des parts bateau en Asie mon fournisseur. Donc même si j'ai des factures, ça suffit pas à financer mon fonds de roulement. Donc j'ai un stock dont je suis propriétaire, c'est-à-dire qu'il a été payé. Pleinement propriétaire, eh bien, je peux le donner en gage au facteur qui va me faire une ligne sur 80% de la valeur de ce stock jusqu'à 50% de la ligne factoring. D'accord. Bon, écoute, merci. Je vais arrêter mes questions. J'en ai des milliers, mais je pense qu'on va répondre aux questions des gens qui nous écoutent. Donc, je te repasse la main. Merci Fabien. Tu m'entends bien, François? Très bien, parfaitement. Tu peux laisser ta caméra. Ouais. Je vais poser quelques questions que j'ai donc de l'assistance. Alors j'ai Nicolas qui me pose la question sur le cash in time, les sessions de facture ponctuelles. Donc on a parlé d'affacturage. Est-ce que ça c'est possible? Ça marche comment? Est-ce que c'est bien? Ça a quelle limite? Alors, Cash in Time fait partie de ces produits. Alors ça, c'est développé par un facteur important, mais il y a eu pas mal de startups, de fintech qui ont essayé de développer sur des portails du financement à la facture. Donc ça marche, sauf quand la fintech font les plombs, ce qui a pu arriver ces dernières années. Ça marche, mais c'est relativement cher. On fait un one shot. Il faut que on lisse pas les frais. Comme il faut que le facteur contrôle la facture, soit en contact avec le débiteur pour savoir si c'est pas une fausse facture, etc. Le système est assez lourd pour une seule facture. Donc il faut savoir que c'est un système onéreux. Si on n'a pas un besoin permanent. Onéreux, c'est quoi, onéreux? On est plutôt sur du 4-5%, ce qui est quand même cher par rapport. J'ai une facture de 10 000 euros. Ouais. Ça va me coûter 400, 500 euros. Voilà, ce qui est cher quand tu as des taux d'intérêt qui sont proches de zéro, si tu veux, qui sont à 1. Toutes les entreprises se financent à Euribor 3 mois plus 0,8 à 50%, quoi. Voilà. Donc, quand on n'a pas un besoin permanent, mais ça, c'est à nous de l'analyser également avec Fabien, il faut se poser la question, si mon besoin revient régulièrement, est-ce qu'il ne faut pas mieux que j'ai un contrat d'affacturage qui va me coûter beaucoup moins cher avec une petite commission de service? Et si je ne finance pas
eh bien, je ne paye pas de frais financiers. Et si j'utilise le tirage, je paye les frais financiers, mais bien moindres. Je prends l'exemple d'une société d'intérim qui n'a pas besoin d'argent, si ce n'est tous les 3 mois quand il y a les paiements des charges sociales. Elle va tous les 3 mois utiliser de la trésorerie et payer des frais financiers pour la trésorerie les factures qu'elle a financées. Et puis les 2 mois suivants, elle ne demandera pas de financement de ses factures, donc elle n'aura pas de frais financiers. Ok. Est-ce que ça te convient? Ouais, c'est pas mal. Hein. Je pense que il faut me dire dans le chat. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat qui est sur la partie droite. Donc si vous voulez qu'on reparle de ce point, on peut en parler. Je passe à la question suivante. D'Arnaud qui est dans l'agencement. Ma banque fait le forcing pour que je choisisse mon facteur chez elle. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de prendre, c'est une bonne idée quand même de prendre, les relations seront meilleures entre la banque et le facteur? Alors, toutes les facteurs ont leur facteur. Toutes les banques ont leur propre facteur. Bon. Quand est-ce qu'une banque demande à son client d'aller chez son facteur? C'est quand elle commence à avoir des inquiétudes. Donc, elle lui dit, bah, vous êtes gentil, on va continuer à vous prêter de l'argent, mais vous allez voir, c'est formidable, vous allez voir mon facteur, il va vous faire un contrat, vous céderez vos factures et sous 48 heures, vous aurez le cash. Bon, tout ça est pas challengé, est pas discuté. Et finalement, dans les dossiers de factoring que l'on voit, Fabien et moi, il y a beaucoup de sociétés qui sont déjà factorées chez leur facteur de banque avec des contrats peu adaptés, surdimensionnés et chers. Et il y a donc là, ça demande à être vu. Le deuxième inconvénient de passer par sous sa banque et le facteur de sa banque, c'est que en fait, on met un peu tous ses œufs dans le même panier. On est chez la banque et chez son facteur. On est vraiment pieds et poings liés avec la banque. Hein. Je dirais, la banque est devenue le premier actionnaire de l'entreprise. Hein. Alors, évidemment, il faut essayer de mettre sa demande de factoring, mais sans besoin de financement sur le marché. Parfois, la banque fait pression parce qu'elle dit, bah, si vous factorez pas chez ma filiale, eh bien, je vais vous couper. On a eu le cas d'ailleurs une fois avec Fabien. Hein, je vais vous couper ou je vous accorde pas le moyen terme ou le leasing que vous me demandez. Bon, là, il y a toujours parfois une amicale pression. On peut essayer d'y résister. Déjà, si Fabien et moi on a challengé, bon, au moins l'entreprise aura des éléments de discussion avec sa banque et le facteur de sa banque pour essayer de le faire, mais dans les meilleures conditions tarifaires et de service. Donc il faut gérer. C'est pas aussi simple. Donc ça peut être bien dans un sens, dans un autre côté, il faut faire attention si on n'est pas. Bah, le bon sens veut qu'on ait quand même plusieurs financeurs pour pas être pieds et poings liés. On peut pas toujours le faire, mais il faut le faire au maximum. Hein. Ok. Alors j'ai une question un peu particulière de Gabriel à Paris qui me dit est-ce que je peux faire un contrat d'affacturage sans que mes clients le sachent? Ça c'est impossible, François. Alors effectivement, quand une entreprise souscrit un contrat d'affacturage, elle cède ses factures. Le facteur est propriétaire des factures, voilà. Donc c'est en son nom, en disant c'est les factures de l'entreprise X ou Y, mais elles m'appartiennent maintenant, donc merci de me payer à telle date, telle date. Hein. Alors, certaines entreprises répugnent à ce qu'il y ait cette interface entre elles et leurs clients. Certains clients, à une époque, ça a changé, mais par exemple, le groupe Casino aimait, quand il avait un fournisseur factoré, en profitait pour mal le payer en disant de toute façon, il est financé en factoring. Bah, c'est les frais financiers qui vont payer. Moi, je me fais de la trésorerie gratuitement. Donc, parfois, on peut être amené à souhaiter, effectivement, que cette cession de créance reste confidentielle. On peut faire, même pour des PME, PMI, à ce moment-là, au lieu de payer le facteur, l'entreprise va payer sur un compte bancaire dédié qui a ouvert le facteur au nom de l'entreprise qui cède ses factures. Donc, pour le client, il a l'impression de payer l'entreprise, mais en fait, il paye le facteur. Donc, c'est possible. Ça fonctionne comme un contrat d'affacturage classique, si ce n'est que le client n'en est pas informé. On lui dit simplement, il y a un changement de RIB, au lieu de payer sur ce RIB-là, bah, vous me payez sur mon autre RIB que je vous donne. C'est en fait donc, le du facteur. Okay. Et par contre, la contrainte pour l'entreprise, à ce moment-là, le facteur relance pas, il faut qu'il relance, évidemment, avec diligence ses clients. Okay.
Est-ce que, alors j'ai une question de Yannick qui est dans la construction. Est-ce que le Factor finance les situations de travaux dans le secteur du BTP? Alors, a priori, les facteurs n'aiment pas financer des situations de travaux parce que quand une entreprise a un marché, si elle n'arrive pas à la fin de ce marché, le client promoteur, par exemple, peut dire, bah moi, le but c'était l'immeuble complet, donc je paye pas, je vous demande de me restituer les premiers paiements de situation de travaux. Si l'entreprise s'est facturée et que le client final demande au facteur de lui restituer les sommes, évidemment, le facteur est en risque. Bon, pour autant, il n'y a pas plus de problèmes qu'ailleurs si on étudie bien, si l'entreprise fait bien ses réceptions de chantier, fait bien l'acceptation de ses situations de travaux, etc. Il n'y a pas plus de désillusions que sur des commandes, bons de commande, factures, bons de livraison classiques. Hein. Donc, il y a des facteurs, on a 2 facteurs principalement qui acceptent de souscrire ce type de contrat. Il y a aussi un autre domaine qui est difficile à factorer, c'est les factures terme à échoir. Je suis une société de maintenance. Je facture tout au 1er janvier pour la maintenance informatique de tous mes clients pendant 1 an. Ben, si je m'arrête au bout de 3 mois, les clients ils vont réclamer au facteur les sommes qu'ils lui ont payées. Donc ça, il y a un petit peu on peut le faire, on peut financer des contrats de maintenance quand ça représente, je dirais par exemple le tiers de l'encours client ou si c'est du parcellaire, quoi. Mais c'est possible, mais pas en totalité. Alors, j'ai une question de Lionel qui me dit j'ai entendu parler de reverse factoring. Qu'est-ce que c'est? Alors, le reverse factoring est réservé aux grosses ETI ou grandes entreprises qui disent bah voilà, en fait, je vais proposer un truc, je vais proposer à mes fournisseurs de les payer comptant. Et en fait, je vais leur proposer un contrat de factoring sur moi. J'ai un assureur crédit qui couvre la globalité donc ça s'adresse de l'opération, donc ça s'adresse à une entreprise quand même d'un certain standing parce qu'il faut avoir une grosse ligne d'assurance crédit sur son propre compte. Et en fait, cette alléchante proposition d'être payé comptant, bah, c'est le fournisseur qui la paye finalement puisque il cède sa créance à un facteur. Hein. Et le facteur en général partage gentiment les bénéfices avec l'entreprise pivot qui a monté le truc avec lui. Est-ce que ça me va, bah, j'espère. On va venir dans le grandes entreprises. Les Hero Reverse, actuellement, c'est SNCF, des gens comme ça, quoi. Bon, si Lionel est OK. Alors, le fournisseur n'est pas obligé d'utiliser le reverse. Hein. Il peut très bien dire, bah non, payez-moi 60 jours, je fais mon affaire, je me facture chez mon facteur, parce que votre truc, ça me coûte trop cher. Il y a d'autres clients finaux qui sont plus coercitifs. Je pense à Carrefour qui a un reverse factoring avec BNP Paribas Factor. Là, tu connais la souplesse de Carrefour avec ses fournisseurs. Ils obligent ils leur tordent le bras pour qu'ils passent par le reverse factoring Carrefour. Bon, si Lionel est OK, ben, il nous le dit dans le chat. L'heure tourne, je prends 3 questions et on finit là parce que on a une règle hein, chez Providers Group, on fait toujours des webinaires de moins d'1 heure, voire un petit peu moins encore. Alors, est-ce que le facteur s'occupe de relancer les clients? Est-ce que c'est à lui de le faire? C'est à l'entreprise de le faire? Comment ça se passe? Ça se négocie? Ça s'est contractualisé? Alors, dans le contrat de factoring de base, on cède ses factures et on ne s'occupe plus de rien. Le facteur relance ses clients, fait l'encaissement, l'imputation, etc. Bon, alors, c'est comme partout. Hein, il y a une dizaine de facteurs sur le marché. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien. À nous de voir également. On peut garder une vigilance, il faut même garder une vigilance sur la relance client dans un premier temps, voir comment ça se passe, comment le facteur le fait. S'il y a une créance qui traîne, faut peut-être appeler le client en lui disant, bah voilà, est-ce que vous avez réglé le facteur ou pas, etc. Hein. Donc, également, quand on fait des offres, il peut y avoir un choix de facteur eu égard des spécificités de l'activité, etc. Par contre, ou tarifaire, mais par contre, on alertera, Fabien et moi, notre client sur la qualité de gestion client qu'il peut y avoir derrière. Je pense par exemple à l'export où c'est très hétérogène.
tu cèdes des créances export à un facteur, il va les céder dans les pays différents, avec autant de banques ou de facteurs différents, il va y avoir une hétérogénéité du service et du recouvrement qui est peut-être préjudiciable. Puis chaque facteur en profitera pour garder un peu les créances sous le coude et se faire des frais financiers. Là, à l'export, le factoring non géré, même s'il est confidentiel ou pas confidentiel, le factoring non géré, c'est-à-dire la gestion client reste à 100% dans l'entreprise, a tout son sens. Alors, j'ai une autre question, là. Il n'y a plus que deux ou trois. Hein. Maxi, après on s'arrête. J'ai une question d'Hugues qui me dit, ouais, c'est vrai ça, François, l'affacturage, c'est cher. C'est quand même très cher, l'affacturage, par rapport à d'autres financements. Cher par rapport à quoi? Ouais, voilà. Par rapport à quoi? Voilà. Alors, il y en a Donc, qui parlent en fait, de traite, de ligne d'escompte. Qu'est-ce que tu en penses? oui, alors, on est au cœur du sujet. Il y a 15 ans, on avait un compte client, 80% du compte client était couvert par des traites. Il y a un engagement ferme du client de payer. Si on avait en plus une assurance crédit, on mettait sa traite à l'escompte. Le banquier n'avait plus qu'à mettre épicerie sur sa devanture. Il prenait aucun risque. Il était sûr d'être payé par l'engagement de la traite. Et à ce moment-là, les taux d'escompte étaient extrêmement bas. La traite a quasiment disparu, a été remplacé par le découvert. Le découvert coûte extrêmement cher parce que c'est du crédit en blanc. Les banquiers sont complètement en risque. Donc, par rapport à un découvert bancaire, l'affacturage est bien meilleur marché. Alors, faut en plus faire attention que lorsqu'on a un découvert bancaire, il y a un taux de découvert qui est donné par le banquier, mais il y a énormément de frais annexes, notamment des commissions de plus fort découvert, etc., qui peuvent augmenter d'1 ou 2 points le taux de découvert facial qu'a consenti au départ le banquier. Et donc là, parce que je dis toujours aux gens qui ont un découvert bancaire, ils disent, moi j'ai Euribor plus 1,50 de taux de découvert. Je dis, ah bah oui, c'est pas cher, mais prenez vos relevés trimestriels, tous les 3 mois, vous devez avoir le TEG que vous donne le banquier qui inclut tous les frais. Et là, vous verrez le coût réel de votre découvert bancaire et qui, évidemment, bien souvent, enfin même quasi tout le temps, n'est pas compétitif par rapport au financement factoring que l'on peut obtenir. Donc François, ce que tu me dis, c'est que le factoring, c'est pas cher. Le factoring, c'est pas cher. Pourquoi? Parce que le facteur, il est sécurisé parce qu'il est propriétaire des factures et qu'en plus, elles sont assurées crédit. Hein. Quand un banquier prête, il faut toujours qu'il mette une rémunération en face d'un risque. Ben, quand on minimise le risque parce que on a cédé les créances au facteur et que ce facteur a une assurance crédit en propre ou celle de l'entreprise, eh bien, on minimise le risque et il peut être attractif par rapport à un découvert bancaire. Bon, je suis convaincu. Hein. Je suis convaincu, François. Bon, les dernières questions parce que il va falloir qu'on conclue. Est-ce que l'affacturage, ça marche avec les particuliers? Est-ce qu'on peut faire ça dans certains contextes? Alors, bonne question. On a vu que l'assurance crédit, c'était uniquement B2B entre entreprises puisqu'on ne va pas prendre une garantie sur l'État. Et pour le factoring, on peut par contre financer des organismes publics, ministères, l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui paye extrêmement mal, une société publique d'HLM, le syndicat mixte de la Côte-Picarde, qui tu voudras. Par contre, ni en assurance crédit, ni en factoring, on ne peut financer du particulier, des factures sur des particuliers. Le particulier, bah, il faut qu'il paye l'entreprise en carte de crédit si c'est des fournitures courantes. Et puis, sans ça, il faut que l'entrepreneur ait un moyen de rétention et soit sûr de son client si le client le paye par chèque. Ok, bon, on va s'arrêter là pour les questions. Je vais te repasser la parole ainsi qu'à Fabien pour conclure. Hein. On essaye d'être ponctuel. On a tous des rendez-vous après. François, je te remercie. Je laisse la parole à Fabien. Oui, mais merci Franck, merci François pour toutes ces explications très claires. Si on peut insérer le petit slide en fait de résumé en fait des échanges qu'on a eus. Voilà. Hein, qu'est-ce qu'on doit retenir en fait des échanges qu'on vient d'avoir avec François? Il faut se protéger des risques de défaillance client. Il y a des assureurs crédit. Il est bon de savoir si son client va être solvable ou pas. Un client qui ne vous paye pas n'est pas un client. C'est une perte, ce n'est même pas un manque à gagner. Et donc, c'est un sujet majeur. Du côté de Providers, on travaille beaucoup sur ce sujet-là quand on conseille nos entreprises parce qu'il faut vraiment se faire payer pour pas exploser.
Il faut avoir aussi la capacité de créer la confiance avec ses fournisseurs et donc avec les assureurs crédit. C'est un exercice qui est pas évident, mais qui est nécessaire. Et donc, avec François, les équipes providers sont à votre disposition pour vous aider à constituer vos dossiers de présentation auprès des assureurs crédit. L'affacturage, peut-être plus cher que l'escompte, mais lorsqu'un client est financé par un facteur, d'abord il y a le risque d'impayé qui est couvert, mais il y a aussi celui des relances, du recouvrement. Le travail de recouvrement est un travail qui coûte très cher, qui n'est pas toujours bien fait par les collaborateurs des entreprises qui n'ont pas le temps de le faire. Au bout du compte, je suis pas sûr que ça coûte plus cher que les lignes court terme. Et enfin, ce que je retiens, c'est que oui, il y a des solutions de financement complémentaires, notamment financement de stock et financement de commandes. Ça reste en fait des financements alternatifs qui sont pas offerts à tout le monde. Attention au financement des commandes parce que c'est un produit qui est un vrai miracle, mais qui risque de s'arrêter, hélas, et il faut que on apprenne dans les prochaines semaines à se sevrer de ce genre de prêts. Et puis concernant les financements de stock, bien sûr, on est à disposition de nos clients en fonction des profils, secteurs d'activité, type d'actifs. Par exemple, le financement de stock de yaourt, c'est pas la même chose que quand on est sur du financement de stock d'acier. Voilà, il y a des outils à mettre en place, mais pas, hélas, pour tout le monde. Voilà pour ces conclusions. Travailler sur ces sujets de post-client, c'est crucial. Et dans les prochains temps, un client qui n'est pas facturable, qui n'est pas finançable, est un client à qui on doit demander, hélas, un paiement à la commande ou à la livraison, parce que si on ne vous paye pas, vous ne payerez pas vos fournisseurs. Votre note d'affacturage ou d'assurance crédit qui va se dégrader, et donc vous allez commencer à avoir des difficultés parce que vous avez fait confiance à des clients alors qu'on avait des indicateurs qui disaient de ne pas le faire. Voilà pour cette conclusion. On peut tous revenir. Moi aussi, je reviens. François, peut-être juste pour la photo finale et dire au revoir à tout le monde. Oui, bien sûr. Je t'avais promis 14h55 et il est 53. On est bien. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires positifs dans le chat, comme vous pouvez le voir. Et donc j'ai été, moi personnellement, j'ai encore appris beaucoup sur ce sujet. Et je pense tous nos auditeurs cet après-midi, merci. À très bientôt. Merci Franck. Merci Franck. Merci Fabien. Et on on retrouvera cette vidéo bien sûr sur notre chaîne YouTube, sur le lien Facebook, et puis aussi vous aurez le lien sur LinkedIn. Très bonne journée, très bon après-midi, et je sais que c'est pas fini. Bon travail à tous. Au revoir. Au revoir.